Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Génocide au Rwanda, Emmanuel Macron attendu pour ouvrir une nouvelle page 27 ans après. Cette visite devrait consacrer l'étape finale de normalisation des relations. Arrivé au Mali du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, la mission a été autorisée à rencontrer le président et le premier ministre de transition arrêtés par le colonel Goïta. Et puis présidentielle en Syrie, les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi pour un scrutin sans suspense. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako pour s'entretenir avec les autorités maliennes. Ceci au lendemain de l'arrestation du président de la transition Bandao et du premier ministre Mokhtar Ouane par la junte militaire du coup d'État d'août 2020. Les précisions. L'ex-président nigérian, médiateur ouest-africain Goodluck Jonathan a été envoyé mardi dans la capitale malienne pour une nouvelle mission de bons offices par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Goodluck Jonathan a été autorisé par l'homme fort du pouvoir malien, le colonel Assimi Goïta, à rencontrer mercredi le président et le premier ministre de transition, arrêtés lundi par les militaires, a indiqué une source proche de la médiation. Il est arrivé au lendemain de l'arrestation par les militaires du président et du premier ministre de transition et de plusieurs hautes personnalités de l'État dans ce qui s'apparente à un deuxième putsch en 9 mois. Assimi Goïta, chef des putschistes qui ont renversé l'an dernier le président Ibrahim Boubacar Keïta, a donné à la délégation les raisons de l'intervention lundi de lui et de ses hommes. Le colonel Goïta reproche au président Banda et au premier ministre Mokhtar Ouane d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, bien qu'il soit vice-président en charge de la défense et de la sécurité, domaines cruciaux dans un pays en pleine tourmente. Goïta a néanmoins assuré du maintien des élections pour l'année prochaine. Les dirigeants de l'Union européenne sont prêts dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes, a affirmé le président Macron à l'issue d'un sommet européen. La France a par ailleurs demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Les appels à la libération immédiate des personnes arrêtées et un retour à la transition politique devant ramener les civils au pouvoir se sont succédés de la part de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'UA, l'Union africaine, des États-Unis, du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne. Toujours au Mali, pour ne pas aggraver la crise politique dans laquelle est plongé le pays, le principal syndicat malien a annoncé ce mardi suspendre la grève lancée cette semaine. L'Union nationale des travailleurs maliens, qui regroupe des salariés des secteurs publics et privés, a lancé lundi dernier une deuxième grève de 4 jours en 1 mois sur les salaires, les primes et les indemnités. La centrale syndicale ne veut pas augmenter la souffrance éventuelle de la population à travers cette nouvelle crise politique, a expliqué Ousmane Traoré, secrétaire chargé des questions économiques de l'UNTM. Ce journal se poursuit. Récemment réélu à la tête du Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a puisé dans son cercle familial pour constituer sa nouvelle équipe gouvernementale avec son fils en tête de pont. Ce choix alimente d'ailleurs les suspicions sur une succession dynastique qui ne dit pas son nom. Les détails. Réélu en mars dernier pour un nouveau mandat de 5 ans, le président Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 37 ans, a nommé le 15 mai dernier un nouveau gouvernement de 36 membres dirigé par un proche collaborateur, Anatole Koliné Makosso. Le fait marquant est l'entrée dans son équipe du fils du président Denis Christel Sassou Nguesso, 46 ans, au ministère fraîchement créé de la coopération internationale,
et de la promotion du partenariat public-privé. Ex-dirigeant de la Société nationale des pétroles du Congo, Dédi Christel a longtemps été présenté comme dauphin de son président de pair. Sa sœur Claudia Ikia, 49 ans, gère la communication présidentielle depuis 2007. Cette nomination du fils est une façon de le préparer à occuper les plus hautes fonctions et de lui accorder l'immunité au sujet notamment des biens mal acquis, a critiqué Roch Eloge Nzobo, directeur du Cercle des droits de l'homme et de développement. Sassou Nguesso fils est dans le viseur de la justice aux États-Unis pour le détournement présumé de plusieurs millions de dollars des caisses de la SNPC, selon l'ONG Global Fitness. La famille Sassou Nguesso fait également l'objet d'une enquête sur son patrimoine en France, dans l'affaire dite des biens mal acquis. D'autres membres du clan ont également fait leur entrée au gouvernement, tel Jean-Jacques Bouya, un cousin maternel du chef de l'État, qui hérite du portefeuille des infrastructures. Hugues Ngolondé, gendre du président, marié à sa fille Ninel, maire de Brazzaville entre 2003 et 2017, est reconduit comme ministre des Sports avec le portefeuille supplémentaire de l'emploi. Je le disais en titre, le président français Emmanuel Macron est attendu jeudi au Rwanda avec l'ambition de normaliser enfin des relations bilatérales empoisonnées depuis plus d'un quart de siècle par le rôle joué par la France dans le génocide des Tutsis de 1994. Les détails. Ce court déplacement au pays des 1000 collines s'ouvre dans un climat d'optimisme aussi bien à Paris qu'à Kigali. Le président français a affirmé la semaine dernière qu'il aura à cœur d'écrire une nouvelle page entre la France et le Rwanda, deux pays qui, selon son homologue Paul Kagame, ont désormais l'opportunité de créer une bonne relation. Cette visite devrait consacrer l'étape finale de normalisation des relations, résume la présidence française. Au cours de ce moment de solennité particulière, selon l'Élysée, Macron prononcera un discours très attendu en s'adressant notamment aux rescapés de ce génocide qui a fait plus de 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, entre avril et juillet 1994. Certaines associations attendent que le président exprime, au nom de la France, des excuses pour le rôle joué par Paris entre 1990 et 1994. Des excuses ne peuvent venir à la demande, elles doivent être sincères. Ce n'est pas à moi ou à quiconque de demander des excuses, a estimé Paul Kagame dans un récent entretien au Monde. Pour concrétiser la normalisation, les deux présidents pourraient s'entendre sur le retour d'un ambassadeur français à Kigali où le poste est vacant depuis 2015. Une autre étape sera l'inauguration par Emmanuel Macron du Centre culturel francophone de Kigali, un établissement qui aura vocation à faire rayonner non seulement la culture française, mais aussi toutes les ressources de la francophonie, notamment les artistes de la région, selon la présidence. Car pour Paris, il s'agit d'envoyer un message global d'ouverture à la jeunesse africaine qui peine à être convaincue de la volonté de l'ancienne puissance coloniale de tourner la page de la France-Afrique. Les Syriens votent ce mercredi lors d'une présidentielle qui doit offrir un 4e mandat au président Bachar al-Assad. Il s'agit d'un scrutin sans suspense consacrant un demi-siècle de pouvoir d'Assad dans un pays ravagé par une guerre meurtrière et englué dans une crise économique. Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi à travers la Syrie. Le vote a commencé comme prévu à 4h GMT et la télévision nationale a montré de longues files se formant dans différents endroits du pays. Les électeurs pourront déposer leurs bulletins dans plus de 12 000 bureaux de vote jusqu'à 19h locales, à moins d'une prolongation. Et les résultats seront annoncés dans les 48 heures. L'élection se tient alors que les combats ont baissé en intensité, mais l'économie est en lambeaux et les infrastructures en ruine. Je suis venu aujourd'hui pour les élections parce que c'est le droit et le devoir de chaque Syrien de choisir son propre avenir, de choisir la personne avec qui nous continuerons le chemin que nous avons déjà entamé, surtout au milieu de cette crise. Au pouvoir depuis 2000, Bachar al-Assad est sûr de l'emporter. Face à lui, 2 candidats inconnus du grand public sont considérés comme des faire-valoir. Il s'agit de l'ex-ministre et parlementaire
Abdallah Saloum Abdallah, et d'un membre de l'opposition toléré par le pouvoir, Mahmoud Marei. La loi électorale impose aux candidats d'avoir vécu en Syrie 10 ans consécutifs avant le scrutin, ce qui exclut de facto les figures de l'opposition en exil, dont la principale coalition a dénoncé une mascarade. Les régions autonomes kurdes du nord-est vont ignorer le scrutin, tout comme le dernier grand bastion djihadiste et rebelle d'Idlib, qui abrite quelques 3 millions d'habitants. Au sujet de ce scrutin, en votant ce mercredi, le président Bachar al-Assad a déclaré que les critiques des Occidentaux sur la présidentielle ne valaient rien. Il a fait cette déclaration alors que Washington et plusieurs puissances européennes ont jugé que le scrutin ne serait ni libre ni juste. Je pense que la mobilisation que nous avons vue ces dernières semaines apporte une réponse suffisante et claire qui leur dit « Vos opinions ne valent rien, votre valeur équivaut à 10-0, a indiqué le président Assad en parlant des pays occidentaux dans un bureau de vote à Douma, ancien bastion rebelle reconquis en avril 2018 par son armée. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.